Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast des Petites Frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Aujourd'hui, Catherine, je te parle d'une secte. Oh my God! Ouais, c'en est une qui est un peu méconnue, je dirais. Il n'y aura pas de théorie par rapport à ça, c'est vraiment juste l'histoire de la secte, puis qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Cet épisode-ci va commencer doucement. On risque même de glousser un peu. Puis c'est pas pour autant qu'on prend le phénomène des sectes à la légère. Au contraire, on est consciente que les sectes sont des afflictions qui ont des répercussions sur plusieurs générations. Le cas d'aujourd'hui, ce sera pas une exception à ça. Vraiment pas. À un moment donné, bien qu'on va peut-être glousser, comme je disais, l'épisode va prendre une tournure assez glauque et tragique. OK. Je veux dire, tu me parles de secte, là. C'est rare que c'est super rose. Ça va être loin d'être rose. Ça va être très, très sombre. C'est drôle parce que je viens juste de... Moi, j'écoute jamais Netflix, puis là, je viens juste de me taper la série Devils in Ohio qui est à propos d'une secte. Fait que je suis full dedans. Grosse mise en garde pour l'épisode d'aujourd'hui. Il va y avoir des mentions de maltraitance envers les enfants, de violence envers les enfants et d'agression sexuelle. Puis avant de commencer, j'aimerais citer mes sources. Il y a le projethumanos.com, valentinadeandrade.com, tribunaor.com, lianemianto.com, culturacollectiva.com et il y en a d'autres. Puis la liste complète va être dans la description de l'épisode. Alors, on est parti. OK. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une secte et qu'est-ce que constitue une secte? Une secte, c'est un groupe de personnes ayant un dévouement presque extrême envers un leader, une idéologie ou un ensemble de croyances. Les sectes sont souvent perçues comme des admirations excessives. Pour qu'une organisation soit considérée comme une secte, elle doit répondre à divers critères, comme par exemple, il doit y avoir de la présence de manipulation mentale envers les adeptes, d'extorsion monétaire, des discours antisociaux, de centralisation du pouvoir avec une autorité charismatique comme un gourou, évidemment. La secte doit donner l'impression que de faire partie de ce groupe est quelque chose d'exclusif. Je suis pas sûre si la secte à Rock-Thériault coche toutes. Ah, je suis pas mal sûre que oui. Il y Ouais, avait mais- l'extorsion monétaire, Ah oui, discours antisocial était isolé à Saint-Jacques, puis c'était assez exclusif, là. Oui, non, je pense... Il y avait comme le côté financier que j'étais pas sûre. Ah oui, oui, oui. Alors maintenant qu'on est sur des bonnes bases, laissez-moi vous présenter la secte Lineamiento Universal Superior, qui se traduit en français par Alignement universel supérieur. C'est une secte qui a été fondée au Brésil en 1981, dans la ville d'Altamira, dans l'état de Pará. Puis je dirais pas tout le temps, à chaque fois que je vais parler de la secte, je dirais pas Lineamiento Universal Superior, là, parce que même si mon portugais est impeccable, je vais plutôt dire LUS. C'est moins long. Mais c'était pas en anglais, ça? Non, Lineamiento. Ah, OK. Excuse. Excuse. On entend plus fréquemment parler de gourou homme dans une secte, mais pas cette fois-ci, parce que la secte LUS, c'était une femme qui était en charge. Son nom, c'était Valentina de Andrade, Ouh. qui était âgée de 50 ans au moment de la création de la secte. Comment ça a bien pu commencer? Laisse-moi te raconter. Valentina avait été contactée par des extraterrestres le 27 mai 1981. Rien de moins. Selon elle. Selon elle. Et eux lui auraient révélé plein de secrets sur notre existence à nous, les humains. OK. Tout simplement. Après ce contact avec les petits hommes verts en 1981, Valentina de Andrade s'est mis à répandre les révélations suivantes. Dieu n'existe pas et n'a jamais existé. Déjà là, c'est pas rien, tu sais. Et deuxièmement, Jésus est un messie extraterrestre venu sur Terre pour nous enseigner l'amour. OK. C'est intéressant, c'est une twist. Ouais, c'est une direction, mettons. Ouais. On peut s'étendre de long en large sur le fait que les déclarations de Valentina étaient audacieuses, surtout au Brésil dans les années 80, parce qu'à cette époque-là, il y avait 89% des habitants qui étaient catholiques. Ouais. Fait que là, t'arrives, Jésus et un extraterrestre. Aujourd'hui, ça me surprendrait pas. Dans les années 80, il me semble que c'est plus choquant. Mais étonnamment, ça a fonctionné. Puis des gens ont été interpellés par les paroles de Valentina. What? Comme toute bonne dirigeante de secte qui se respecte, Valentina devait propager une prophétie très importante, un message de la part des extraterrestres. Une catastrophe inévitable allait se produire. En d'autres mots, la fin du monde approchait.
Selon Valentina, le moment fatidique viendrait en 1986. OK. C'est pas arrivé, là, évidemment. Puis, seuls les disciples de Valentina de Andrade pourraient être sauvés. Et si la prophétie se répandait assez, les êtres cosmiques enverraient un vaisseau spatial pour épargner Valentina et ses partisans. OK, ouais, je peux comprendre pourquoi il y en a qui ont eu peur. Ouais. LUS, c'était pas juste une secte, c'était une secte apocalyptique. OK. Fait qu'ils ont comme un gros fardeau sur les épaules de « faut que vous fassiez des choses, sinon vous allez mourir, puis on va tous mourir ». Ils ont un ultimatum. Exactement. Pour faire partie de la secte LUS, il y avait des conditions. Tu rentrais pas là-dedans comme tu voulais, là. L'une des conditions, c'était que tous les membres de la secte devaient appeler Valentina de Andrade Marie-Madeleine. Excusez, là, Valentina, là, mais là, tu pousses ton affaire trop loin. T'as rien vu, ma fille. Il était nécessaire d'abandonner ses enfants. Valentina demandait aux parents qui voulaient faire partie de la secte de laisser leurs enfants à d'autres couples ou à leurs grands-parents, autrement dit de s'en débarrasser. Selon Valentina de Andrade, faire ce geste permettrait aux enfants d'être éligibles pour embarquer dans le vaisseau spatial. Voir que des parents vont dire « Moi, je veux me sauver le cul avec ma fusée, m'en aller, mais je vais laisser mes enfants C'est là. » ça. La corrélation, je la vois pas, mais pour elle, ça faisait du sens. Puis apparemment, il y a certains gens qui ont fait « Ah, ben là... » Ben là, si ça peut ce qu'elle faisait comme manipulation, c'est qu'elle disait « Ah, ça va sauver tes enfants. » Exact. Fait que là, je comprends pourquoi ça pouvait pousser les parents à abandonner leurs enfants. Sinon, je trouvais que ça faisait aucun sens. C'est un énorme sacrifice de se débarrasser de ses enfants qu'étonnamment, encore une fois, des gens ont fait pour faire partie de la secte de Valentina. Les pauvres enfants, là, ils devaient rien comprendre. Ça devait être un fardeau pour les grands-parents. Genre, je te laisse mes enfants, je m'en vais dans ma soucoupe, puis... Imagine. Ce qu'ils devaient penser, c'est les proches, ça devait être... En Terrible. tout cas, ça devait être de l'inquiétude en masse. On sait pas exactement comment il y avait de membres dans la secte LUS. Donc, maintenant, on a un beau portrait. Je vais vous parler un peu plus de la chef, la gourou, Valentina de Andrade. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une dame âgée de 50 ans lors de la création de la secte. C'est une femme très ordinaire, cheveux bruns, courts, frisés. J'ai pas plus de description physique à vous donner. Je vais mettre des photos sur Instagram. Il y a une photo assez iconique, si je me permets, d'elle avec des cheveux frisés et des lunettes qui vont très vite. OK! C'est fashionista. C'est, écoute, Ah, mais c'est un look. elle deal avec des extraterrestres. Elle a besoin des lunettes de vitesse. Oui. Plus de même. Valentina, elle a été mariée au moins 2 fois. Son premier mari, c'était Roberto Oliveira. Il a fait partie de la secte jusqu'en 1987. Peu de temps après son départ de la secte, Roberto et Valentina ont divorcé. On peut s'imaginer, mais il n'y a rien qui dit que c'est ça qui est arrivé, là. Mais on peut s'imaginer qu'il a quitté la secte parce qu'il s'est senti trahi par Valentina parce que sa prophétie ne s'est pas produite. C'est ce que je croyais. Valentina s'est remariée en 1992 avec José Terugui. José. José Terugui. Il était 20 ans plus jeune que Valentina quand ils se sont mariés. Elle avait 60 ans environ, puis lui avait 40. Son deuxième mari, il était membre de LUS, mais je sais pas si c'était membre avant ou après. OK. Probablement avant. Moi, c'est mon petit guess. Puis je me demande vraiment, j'ai pas pu trouver, si il s'était marié dans une église catholique, parce que ça serait quand même drôle. Ouais, j'avoue, vu qu'il était marié, sûrement. Peut-être, je sais pas, mais ça serait comme ironique. Valentina de Andrade, elle a écrit et publié 2 livres. Il y en a un qui est sorti en 1985 qui s'appelle Dieu la grande farce. Le deuxième est sorti en 1989 et il était intitulé La vérité sur Dieu. Les 2 sont malheureusement en rupture de stock. Oh. C'était donc impossible pour moi de me les procurer. Même pas en version Kindle. Même pas sur Kindle. Maudit. Ils sont sold out. Non, mais pour vrai, j'aurais jamais donné de l'argent à cette madame-là, mais ces livres existent. Les livres écrits par la plume de Valentina de Andrade sont un mix d'ufologie et d'attaque contre la religion. Dans ses œuvres littéraires, Valentina prétend sans gêne d'avoir en elle les réponses aux interrogations face au phénomène suivant. J'ai une bonne liste, là. Les actions d'énergie qu'on dort, la vie après la mort, le phénomène du déjà-vu, les robots, les maisons hantées, des personnes décédées vues dans des photos, les dons d'organes et les raisons des rejets, la cause de l'homosexualité, et j'en passe. Les robots. Les robots. Surtout pas la chose la plus comme scientifique créée par des scientifiques. Exact, dans 1980. Tu sais, elle est avant-gardiste, la mère. Puis si vous allez sur son site Internet, parce que oui, elle a un site Internet encore actif à ce jour, le site, c'est valentinadeandrade.com, qui sera dans les sources. Puis, juste une parenthèse sur son site, là, c'était une aventure en soi. J'ai passé une soirée complète sur son site. Il y a une musique de fond. On dirait que le site a buggé en 1984. Les onglets, tu te perds, c'est un labyrinthe. C'est beau. Il y a un vaisseau spatial. Ah, c'est... Allez-y. Juste pour le fun, là,
C'est intéressant. Je sais pas si ça m'angoisse ou pas. Ben, moi, honnêtement, j'ai un peu apprécié mon aventure. OK, je vais aller voir. Je vais mettre une photo, mettons, de la page d'entrée du site sur Instagram. Toujours sur son site, d'en dessous, où on peut voir les couvertures de ses livres, parce que ses livres sont à vendre sur son site, on a un avertissement que je cite. Il ne s'agit pas de livres de philosophie ou d'une nouvelle religion. Hein? Ben important de le mentionner, on aurait pu se tromper. Mhm. Puis c'est pas tout, il y a une autre phrase en majuscule. Ne confondez pas Jésus avec Dieu, ce sont des consciences antagonistes. Autrement dit, c'est des méchants. Il y a une autre phrase sur son site qui me donne le goût d'aller me faire tatouer. Être n'est pas une question d'émotion, mais une manière de se comporter. Livre la Wow. fleuve peut se rhabiller. Word. Sérieusement, très inspirant. Pour terminer sur le sujet de ses livres et de son site, je vais vous lire un passage de son mémoire. Petite précision avant, le mot énergie pour Valentina, ça veut dire Jésus, et Jésus signifie extraterrestre, alors voilà, ça va comme suit. Toute énergie peut prendre les formes utilisées dans la matière et se laisser photographier à côté d'être connue ou non. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour communiquer là où ils sont, errant partout. Aussi, c'est faux l'affirmation que nous sommes tous médiums. Moi, je ne suis pas. Voyons donc, je suis comme vraiment confuse. Mais ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens. Mais je dois spécifier que c'est Valentina, que sa langue maternelle, c'est portugais. Elle a écrit ça en anglais, puis en Ok. plus, elle est semi-analphabète. On se moque pas de la formulation de ces phrases, là. C'est juste ce qu'elle essaie de dire, ça n'a aucun sens. Non, mais je pense que c'est pas ça qu'elle voulait dire, dans le fond. Peut-être pas. Mais Parce que je pense que, d'après moi, elle se considère comme une médium ouais. parce qu'elle est capable de parler avec les extraterrestres. Fait que théoriquement, c'est comme bizarre qu'elle termine sa phrase par « Moi, je ne le suis pas Ouais. Ça dépend comment l'intonation, ou encore là, c'est mal exprimé en parlant dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Puis tu sais, j'ai pas réussi de formuler sa phrase. J'aurais pu faire le ménage dedans, mais en même temps, j'ai pas de leçon à donner à personne sur la formulation des phrases. ». Alors, voilà. Fait qu'on se moque pas de comment elle a formulé sa phrase, mais vraiment de le message qu'elle essaie de passer, en général. Fait que jusqu'à maintenant, on a l'image de Valentina de Andrade, une femme excentrique et troublée, qui dirigeait une secte, la secte Lineamiento Universal Superior. T'en penses quoi jusqu'à maintenant? Serais-tu une adepte? Non, pas du tout. En 1980, mettons? Non. Je sais pas. Tu sais, il faudrait qu'elle essaye d'autres choses pour me convaincre. Là, OK, tu mais comprends? ça te rejoint La pas. fille qui court dans les rues puis qui me dit que les extraterrestres y ont parlé, que Jésus n'existe pas. Tu sais, je pense qu'il faut que tu aies la foi tremblotante un petit peu pour adhérer à la base. Ouais. Déjà, toi aussi, les extraterrestres, ça te parle pas. Ben, rien, ni Jésus ni les extraterrestres me parlent, là, faut dire. Hum. J'essaie de me placer au Brésil en 1980. J'ai un peu de misère, mais tu sais, je te dis ça de même. Là. Je pense que j'adhérerais pas. OK. Ben, c'est correct que ça te rejoint pas. C'est mieux de même, en fait. Moi, je me serais fait avoir, je pense. Non, oui. Moi, je me serais fait avoir. sans honte, là, ça m'aurait gratté. Pour une raison qui demeure un mystère, Valentina était convaincue que les enfants mâles nés après 1981 étaient l'incarnation du mal et qu'ils devaient être exterminés. Elle a même écrit dans son livre Dieu la grande farce, je cite, « Méfiez-vous des enfants, ce sont des instruments inconscients de la grande farce appelée Dieu et de ses infâmes collaborateurs. » Ceux d'avant 1981 étaient corrects, par exemple, hein, mais après, ça fonctionnait pas. Fait que je vous avertis, là, on se dirige dans la partie un peu plus triste et troublante de la secte LUS. OK. Quand la prophétie de fin du monde ne s'est pas réalisée en 1986 et que le vaisseau spatial n'est pas venu les chercher, les adeptes de Valentina ont commencé à douter de ses paroles. Évidemment, puis sa réaction à elle, comme toute bonne gourou, a été de se retourner contre ses disciples. Elle les a accusés de ne pas être assez croyants, de ne pas prouver leur loyauté envers elle et les êtres cosmiques, et que c'était de leur faute que les extraterrestres n'étaient pas venus les chercher. Dans la mentalité de Valentina, ce qu'elle a dit pour que les gens recroient en elle, c'est qu'il fallait qu'ils démontrent leur fidélité sans équivoque, puis que là, le vaisseau spatial viendrait les chercher. Puis c'est à ce moment-là que les petits garçons se sont mis à disparaître. La prochaine étape de la secte LUS a été d'éliminer des enfants, en espérant que ce geste puisse servir de paiement pour les extraterrestres qui les sauveraient. Arc! C'est horrible! Il n'y a même pas de fin du monde. Pourquoi Non. tu veux que l'extraterrestre vienne te chercher? Pourquoi tu veux le payer avec des enfants? C'est no sense. De 1989 à 1993, 19 enfants ont été portés disparus à Altamira. Ils étaient tous âgés entre 8 et 13 ans, puis c'était tous des garçons.
Durant cette période, de 1989 à 1993, 3 ont été retrouvés en vie, 6 ont été retrouvés morts, puis le reste n'a jamais été retrouvé. Oh my God. Les 3 qui ont survécu avaient été kidnappés et attaqués en 1989 et en 1990. Leurs noms sont Joseph, 8 ans, Othoniel, 10 ans, et Waldiclé, 9 ans. Je vais vous parler d'eux puis de ce qu'ils ont vécu plus tard un peu. En 1990, la police a procédé à la première arrestation de l'affaire. Parce que là, tu sais, déjà là, 3 enfants qui disparaissent, réapparaissent. La première personne qu'ils ont arrêtée était un sans-abri qui portait le nom de Rotilio de Souza. Les autorités pensaient que c'était une personne seule qui s'en prenait à des jeunes garçons. Quelques mois après son arrestation, Rotilio de Souza est mort en prison dans des circonstances mystérieuses. Malgré son décès, les jeunes garçons continuaient de disparaître et ceux qui réapparaissaient étaient décédés. L'enquête a été relancée pour trouver la personne responsable qui était surnommée le monstre d'Altamira. Donc là, gros avertissement, je vais énumérer les enfants qui ont disparu puis qui sont décédés. Puis j'irai pas avec le dos de la cuillère, je vais aller en détail de ce qu'ils ont vécu. Puis ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, c'est choquant, dégradant, troublant, dégueulasse. Je vais mettre un timestamp dans la description de où est-ce que vous écoutez votre épisode. Si vous voulez pas entendre ça, c'est pas mal le temps de vérifier le timestamp et de peut-être avancer un petit peu. Ouf, ça va être tough. Fait que je vais pas nommer les 19 enfants qui ont disparu pour la simple et bonne raison que c'est pas les 19 enfants disparus qui ont été attribués à la secte. Détail important, beaucoup d'enfants qui ont été victimes dans cette histoire étaient des enfants de la rue qui travaillaient dans la rue comme serreurs de souliers. C'est le genre de choses qui font en sorte que parfois le dossier prend le bas de la pile. Pauvre petit loup. C'est des affaires qui arrivent encore à ce jour. Le 20 janvier 1991, Tito Mendez, 13 ans, est porté disparu. Il a été vu la dernière fois avec un homme inconnu, il n'a jamais été retrouvé. Le 5 mai 1991, un rapport de police a été fait pour signaler la disparition d'un garçon de 10 ans qui s'appelait Elton Fonseca. Il a été retrouvé 46 jours plus tard, en juin 1991. Son corps a été transporté à la morgue, mais ils l'ont perdu avant de pouvoir faire une autopsie. Ça, je comprendrais jamais ça. Moi non plus. Le 21 août 1991, un jeune garçon de 11 ans, dont on a seulement les initiales, GCB, a disparu. L'affaire a été mise de côté pour faute d'indices. GCB n'a jamais été retrouvé. Le 1er janvier 1992, Jurdile Dacuna, 13 ans, a été porté disparu. Il avait été aperçu en train de discuter avec un homme non identifié. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Donc là, je m'en vais dans des détails. Il a été retrouvé nu. Il y avait des brûlures sur son corps. Il y avait des signes de violence sexuelle, puis il avait été castré. Oh my God. Ouais. Le 6 avril 1992, un jeune garçon de 7 ans nommé Evandros Ramos Caetano a disparu en chemin de retour de l'école. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans un buisson. Il n'y avait plus de cheveux, plus de mains, plus d'orteils, ni d'organes internes. Hein? Horrible. Le 11 avril 1992, Ednaldo de Souza Texera, 12 ans, a été tué. Ils ont trouvé son corps à proximité d'un puits. Il avait été battu. Le 1er octobre 1992, quand même, il y en a beaucoup, là. Ouais, c'est beaucoup, là. Back to back, là? Ouais, ça n'arrête pas. Le 1er octobre 1992, Yannes da Silva Pessoa. Puis je m'excuse en passant, je prononce mal leur nom, là. L'effort est là. Merci, j'apprécie. Janice da Silva Pessoa, 13 ans, s'occupait des animaux de la ferme familiale. Il a disparu et a été retrouvé plusieurs jours après. Il était décédé. Il avait été castré et torturé. Il portait des signes de violence sexuelle. Ses yeux et ses mains avaient été arrachés, puis ses mains avaient été coupées. Le 17 novembre 1992, Clepson Ferreira Caldas, 13 ans, a été retrouvé mort nu, castré, torturé. Le 27 décembre 1992, Marichio Farias de Souza, 12 ans, allait chercher sa paie chez une dame pour qui il travaillait. Il a été vu pour la dernière fois en compagnie d'un homme sur un vélo rouge. C'est pas clair si c'était lui qui était sur le vélo ou l'homme. Genre, qui était sur le vélo, c'est pas clair, mais en tout cas. Maurizio, il n'a jamais été revu. Le 23 janvier 1993, Renan Santos de Souza, 9 ans, est allé jouer près d'une rivière. Des gens l'ont aperçu en compagnie de 2 hommes et il n'a plus jamais été revu. Le 27 mars 1993, Fabio Lopez da Silva, 10 ans, est porté disparu. On l'a retrouvé quelques jours plus tard. Il avait été torturé. Il y avait des blessures aux parties génitales. Il y avait des marques de dents humaines sur son corps. Dégueulasse. Finalement, le 9 avril 1993, un jeune garçon de 11 ans, dont on n'a pas le nom complet, mais les initiales RFS, a disparu et n'a jamais été revu. C'était un cireur de souliers. Des articles portugais mentionnent d'autres blessures sans les attribuer à une victime en particulier, comme des blessures par balle, des marques de cigarettes puis des coups de couteau.
Vous avez remarqué peut-être que dans certains cas, les enfants retrouvés décédés et ceux qui ont disparu étaient nés avant 1981. Évidemment, ils n'ont pas carté les garçons là, quand ils les ont attaqués et tués, là. Non. Même si ça ne fitait pas le motif de la secte, mettons. Mais ça attaquait tout un groupe d'âge en particulier. Là. Il est pas né jeune. C'est ça. Ils disaient, ils ont l'air jeunes, sont faciles d'accès, sont dans la rue. On va prendre eux autres, on va les attirer avec quelque chose. Puis, Les parents, dans ces années-là, ils devaient... Si t'avais un petit garçon, là, tu devais pas le laisser sortir ben, là. Ouais, non, mais en même temps, c'était des enfants de la rue, il fallait qu'ils gagnent leur argent. Ouais, il y en a que oui, là, ils devaient se sentir en danger, là, mais... Ouf! Ben, je sais pas si, à ce moment-là, au Brésil, il y avait autant de publications dans les journaux, puis les enfants pouvaient le voir qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu sais. Ouais, peut-être que c'était plus difficile d'avoir les nouvelles comme ça, là. C'est vraiment quelque chose que je me demande. En 1993, les policiers se sont intéressés à 2 médecins, Anicio Ferreira et Césio Brandão. Je vais vous parler d'eux et de pourquoi ils ont attiré la suspicion de la police. Donc, en premier, Anicio Ferreira. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un médecin. Les gens le voyaient comme une âme charitable parce qu'il offrait des soins de santé pas chers aux habitants de la région. Il organisait des levées de fonds pour aider les familles dans le besoin. Il logeait les gens mal pris. C'était un spiritualiste. Les raisons pourquoi il a intéressé la police, c'est parce que des témoins l'ont vu faire des prières au dieu des ténèbres. Un autre témoin l'aurait vu avec un pénis d'enfant dans une boîte de polystyrène. Le témoin qui a communiqué avec la police a été assassiné pas très longtemps après avoir communiqué avec eux. OK, c'est sûr que ça serait mon suspect numéro 1. C'est louche. Le deuxième personne d'intérêt de la police, c'est Césio Brandão. Il était âgé de 74 ans à l'époque. Comme Anicio, il était médecin, il était même directeur de l'hôpital d'Altamira. Il est devenu suspect parce qu'un homme qui s'appelait Agostinho José da Costa l'aurait vu d'un buisson avec une machette, avec les mains pleines de sang, puis avec un sac en plastique dans les mains. C'est arrivé au lieu et à la date de la disparition de Janés da Silva, 13 ans, le 1er octobre 1992. Janés da Silva est l'un des 2 garçons qui avait été retrouvé avec les mains coupées. Genre de choses qui peuvent être très bien faites avec une machette. Ouais. Quand le docteur Cessio a remarqué que quelqu'un l'avait vu avec sa machette, il s'est mis à couper des feuilles. Ben oui. Tu sais, Oh my je God. coupe des feuilles. Les enquêteurs avaient remarqué que les castrations faites sur les enfants étaient très bien faites. Ça prenait quelqu'un avec de l'expérience pour y parvenir. Donc, selon eux, la motivation derrière ça était clinique. Le motif de Césio Brandão et d'Anicio Ferreira aurait été qu'ils tuaient les enfants dans le but de prélever leurs organes et de les vendre sur le marché noir. Oh my God. Les enquêteurs ont réalisé que les organes auraient été inutilisables, donc pas le choix de les libérer après 30 jours. Ils les ont libérés après 30 jours. En 1993, l'enquête sur les meurtres de disparition des enfants d'Altamira a été abandonnée. Faut dire que le Brésil, c'est l'un des pays le plus violents au monde et celui avec le plus d'homicides volontaires au monde. Donc, vous comprenez que les dossiers continuent de s'empiler. Puis quand tu es dans une impasse, ben, malheureusement, des fois, tu es pris de passer au prochain. Là. Il n'y avait pas de pause. T'sais. Ouais, je comprends. L'enquête a été reprise en charge 1 an plus tard, en 1994. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une connexion entre les attaques sur les jeunes garçons et de la secte LUS. Le mari de Valentina de Andrade, José Terugi, a éveillé les soupçons de la police parce qu'il démontrait des signes de richesse sans avoir toutefois une profession qui justifiait sa fortune. C'est là qu'ils ont découvert que José Terugi faisait partie d'une organisation douteuse dirigée par sa femme, Valentina de Andrade. Immédiatement, les autorités ont étiqueté LUS comme étant une secte satanique. Parce que, c'était les années 90, en plein dans la panique satanique. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la panique satanique, ce que c'est ou ce que c'était, c'est une anxiété publique face au culte satanique et aux abus sataniques. Ça a commencé en Amérique du Nord dans les années 80. OK. Tout le monde ici, on est 2. On a tous déjà vu le vidéo de la madame avec sa canette de Monster qui voit le chiffre 666, puis fait des références au diable, puis il y a tel mot qui veut dire en hébreu telle affaire. Ça, c'est de la panique satanique. J'ai jamais vu ça. On va t'envoyer un lien. Merci. Les policiers ont additionné meurtre d'enfants, secte supposément satanique égale de nouveaux suspects. Puis le coup de théâtre, ils ont découvert que leurs 2 suspects médecins de l'année d'avant, Césio Brandão et Anicio Ferreira, étaient des membres de la secte. Oh my God, OK. Les 2 médecins, ils n'avaient pas le profil habituel, même stéréotypé qu'on peut voir normalement dans les membres de secte. On s'attend souvent à des gens vulnérables ou qui sont dans des situations déplaisantes. Pour une raison quelconque, la secte LUS attirait aussi des gens très influents.
Puis vous allez voir plus tard, très bientôt même. Les policiers ne sont pas cassés la tête. Ils ont arrêté les deux médecins à nouveau, Cesio Brandeo puis Anicio Ferreira. Dans le cas de Cesio, lui qui avait 64 ans et qui était directeur d'hôpital, les policiers ont décidé de faire venir le témoin, José da Costa, lui qui l'avait vu sortir d'un buisson avec une machette. Ils ont fait comme dans un film, ils ont tous mis les suspects genre en ligne, puis ils ont choisi directement. C'est lui, Cesio. Le témoin a identifié la bonne personne. À ce stade-là, les enquêteurs se sont demandé, est-ce que d'autres membres de la secte auraient pu être responsables des meurtres des garçons d'Altamira? Parce que tu peux pas t'imaginer non plus que toute la secte fait ces folies-là. Non, c'est une grosse folie. Ils n'ont pas eu besoin de se poser des questions bien longtemps. Un témoin a contacté la police. Son nom, c'était Edmilson da Silva Frazeo. Il disait avoir été membre de la secte et d'avoir assisté à une cérémonie en 1991. La cérémonie avait lieu dans la maison d'un des deux docteurs. J'ai pas trouvé spécifiquement lequel. Puis durant la cérémonie, le témoin Edmilson da Silva Fraza aurait vu Valentina de Andrade. À partir de là, l'enquête a débloqué. Découvrir la secte dirigée par Valentina de Andrade a été comme ouvrir une boîte de Pandore. Ils ont comme vu qu'il y avait vraiment une connexion entre tous ces gens-là. Tu sais, c'est pas juste une réunion de temps en temps, là. Ils font des cérémonies, là. Fait que là, c'est encore plus louche selon eux. Ben, il y avait pas tort. Le siège social de la secte a été perquisitionné et les maisons de Valentina ont été fouillées. Parce que oui, elle avait plusieurs maisons, parce que c'est très payant avoir une secte. Très payant être gourou, en fait. Ouais, ça doit. Dans ces demeures, ils ont trouvé les livres de Valentina, des toges à capuche noire et des enregistrements vidéo et audio qui ont été recueillis comme preuve. Selon la police, on pouvait voir des membres de la secte performer des rituels de magie noire dans les vidéos. Est-ce que c'était vraiment des rituels de magie noire? C'était peut-être pas nécessairement ça, mais à leurs yeux, c'était ça. Il n'y avait pas de gens qui se sont fait tuer dans les vidéos, par exemple. OK. Ils n'ont pas fait ça. Les autorités ont été choquées d'apprendre que les personnes qui seraient bientôt accusées faisaient partie des hommes les plus respectés d'Altamira. Des médecins, des avocats et même leurs collègues, des policiers. Oh! À la suite des perquisitions, le chef de police, Eder Moro, a clos l'affaire. Selon lui, les meurtres avaient été commis par les membres de la secte LUS lors de rituels de satanisme et de magie noire. 7 personnes ont été placées en état d'arrestation, en plus des médecins Cesio Brandeo et Anicio Ferreira et de Valentina de Andrade. Voici une brève description des 5 autres individus. Il y avait Hamilton Mandera Gomez, qui était un riche héritier de plusieurs fermes et de stations-service. Des gens l'ont vu se promener en voiture près d'où les garçons ont été retrouvés. Un témoin l'avait vu avec une chemise tachée de sang, près de l'endroit où Giordile D'Acuna, 13 ans, avait été porté disparu le 1er janvier 1992. Les enquêteurs ont pensé que c'était lui, Hamilton, qui avait été responsable d'attirer et de violer les garçons parce qu'il avait déjà eu des relations homosexuelles dans le passé. C'est pas parce que t'es gay, t'es pédophile, c'est pas parce que t'es gay que t'es un agresseur. Mais c'est les années 90. Ah, il y a un homosexuel dans tout, c'est lui qui faisait ça, tu sais. Ensuite, il y a eu le père d'Hamilton, José Amadeus Gomez. C'était un riche homme d'affaires. Les policiers l'accusaient de faire partie des rituels pour des gains monétaires, genre sacrifier un garçon, tu vas être plus riche. Carlos Alberto Santos, lui, c'était un policier militaire qui travaillait comme agent de sécurité dans une station-service. La station-service appartenait à son ami riche héritier Hamilton Gomez. Il a tout avoué ses crimes, abus et agressions sexuelles. Il a accusé Hamilton, le riche héritier, d'être le cerveau derrière la mort des enfants, comme si c'était lui qui dirigeait tout ça. Une ancienne collègue de Carlos a révélé à la police que Carlos lui avait déjà confié que parfois il aimait battre des enfants dans la rue pour le fun, puis qu'il avait déjà dépucelé des enfants de 12 et 14 ans. Oh my God! Ouf, mettez-moi ça au vidange au plus sacrant. Aussi, il y avait Aldenor Ferreira, qui était aussi un policier militaire. Sa tâche était d'assurer la sécurité de la secte. Il avait été identifié par des photos par une victime qui avait survécu. Aldenor Ferreira, il n'a jamais été retrouvé. Il n'a jamais fait face à la justice. Il s'est sauvé comme un pourri. Ou bien il s'est suicidé à quelque part, là. Je sais pas ce qui est arrivé avec, mais d'après moi, il est pas loin, là, mettons, partir aux États-Unis, là, mettons. Ouais, c'est sûr qu'il Fait que... Mais il a quand même été accusé. Fait que je le mets dans la liste, mais il n'a jamais été... retrouvé. Donc, si je récapitule, 2 médecins, dont un directeur d'hôpital, 2 policiers militaires, un riche homme d'affaires et son fils, qui lui était propriétaire de fermes et de stations-service, et finalement, Valentina de Andrade, la gourou. Valentina de Andrade et José Gomez, le riche homme d'affaires, ils n'ont pas été placés en détention provisoire en attendant leur procès. Ils avaient tous les deux le droit de vivre librement en attendant.
CCO Brandeo, lui, le médecin et directeur d'hôpital, qui avait été vu avec la machette, a été inculpé et emprisonné pendant 2 ans. Après ces 2 années d'incarcération, CCO Brandeo a obtenu une liberté fondamentale, ce qui veut dire qu'en gros, il pouvait être libre en attendant son procès, un peu comme Valentina puis José Gomez. Une fois libéré, CCO est retourné travailler dans un autre hôpital comme si de rien n'était. Il n'y avait pas eu d'absolution, là. Il n'a pas été dit « t'es correct, t'es libéré, on enlève tes accusations ». Non. Il était en attente d'un procès puis travaillait dans un hôpital. C'est fou, pareil. J'aurais pas eu envie qu'il me soigne. Valentina, elle, sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de fuir le Brésil. Elle est allée se cacher en Argentine. Mais à ce moment-là, la police savait pas été où. Détenez vos accusés, faites de quoi? Plusieurs années plus tard, Valentina est sortie de sa cachette, puis enfin, il a pu avoir le procès. Donc là, je vais vous parler du procès des 7 membres de la secte LUS. Le procès a seulement pu avoir lieu en 2003, plus de 10 ans après le début de l'enquête sur les meurtres des garçons d'Altamira. Le juge se nommait Ronaldo Valle. C'était un procès devant jury. C'est eux qui allaient décider du sort des accusés. Le procès s'est déroulé à Belém, la capitale de l'État de Pará au Brésil, à presque 700 km de la ville d'Altamira. Puis pourquoi c'était aussi loin? C'est parce que les 7 personnes accusées étaient trop des membres influents d'Altamira. Alors le jury n'aurait pas pu être... Le jury aurait été biaisé Ouais, c'est ça. s'il avait fait ça à Altamira. Des partisans de la secte LUS sont venus de très loin pour manifester au nom de Valentina. Ah, il y avait encore des partisans de sa secte. Ben oui. Ils venaient pas protester au nom, manifester au nom des autres membres, là, vraiment juste pour Valentina. Le reste s'en foutait bien raide. Terrible. Ces gens-là ont dû être expulsés par la police fédérale parce qu'ils perturbaient le procès. Donc les accusés, Césio Brandeo, Anicio Ferreira, Hamilton Mandera Gomez, José Gomez, Carlos Santos, Valentina de Andrade. Malheureusement, c'était pas le cas de tous les garçons qui ont été jugés à cause du manque de preuves. Puis le procès a débuté avec la lecture du passage du livre de Valentina de Andrade, où elle disait « Méfiez-vous des enfants, ce sont des instruments de la grande farce appelée Dieu et de ses infâmes collaborateurs. » La cour se sont fait lire des passages des livres de Valentina qui mentionnaient des sorts et des incantations qui seraient faites avec l'aide des organes reproducteurs d'un enfant. Méchante folle. Une méchante folle. Ces incantations auraient eu le but d'apporter la richesse et la santé. Seigneur, je suis comme dépassée. Ouais. Après, le juge Ronaldo Valle a fait jouer une cassette audio où la cour pouvait entendre une castration simulée. Donc, c'était pas une vraie castration. Il n'y avait pas ça dans les audios qui avaient été perquisitionnés dans la maison de Valentina, mais c'était pour donner une idée à la cour puis au jury de quel genre de souffrance les victimes avaient pu vivre. OK, c'est spécial pareil. Ouais, c'est Genre, choqué. ouais, je comprends le concept. Ouais. C'est spécial. J'aurais pas voulu être là. Non. Ensuite, une vraie cassette audio a été jouée où les jurés ont pu entendre José Terugui, le mari de Valentina de Andrade, dire « Tuer les petits-enfants » pendant qu'il était supposément possédé par un extraterrestre. Oh my God! Le procès est ensuite passé à une étape cruciale, les témoignages des survivants. Justement, j'allais t'en parler. Je me disais, s'il y en avait 3, je trouvais que t'avais passé vite. Je voulais garder le plus rough pour la fin. Oh non, je vais avoir de la misère. Donc, encore une fois, je vais faire des mentions de choses vraiment troublantes. Alors, si vous voulez passer un bon bout, il va y avoir les timestamps dans la description. Parmi les témoins, il y avait 2 jeunes garçons qui avaient été victimes des attaques barbares, Othoniel et Walt Dickley. Au moment du procès en 2003, ils étaient tous les 2 dans la vingtaine. C'était plus des jeunes garçons. Mm-hmm. Le juge Ronaldo Valle a demandé à ce que les agresseurs ne soient pas dans la salle d'audience. Othoniel, le premier témoin, a dit qu'il n'y avait aucun problème à ce que son agresseur entende ce qu'il avait à dire. Le 16 novembre 1989, à l'âge de 10 ans, Othoniel a été approché par un homme qui lui a dit « Hey, veux-tu manger des mangues? J'en ai. » Othoniel a identifié l'homme comme étant Carlos Albertos, un des 2 policiers militaires. Il était convaincu à 100%. Othoniel et Carlos ont marché longtemps ensemble. Durant leur marche, Carlos a placé un chiffon qui sentait vraiment fort dans le visage d'Othoniel. C'était très fort probablement du chloroforme. Le jeune garçon, à l'époque, s'est évanoui, puis quand il s'est réveillé, il saignait entre les 2 jambes. Oh mon Dieu! Othoniel a dit lors du procès « Quand je suis revenu à moi, j'étais ligoté et j'étais endormi de la taille jusqu'aux pieds. Plus tard, après mon réveil, j'ai paniqué en découvrant qu'il me manquait mes organes génitaux. » Pouf! Un enfant de 10 ans, man. C'est horrible, 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 horrible. C'est un vendeur de lait qui a trouvé et secouru Othoniel dans cet état.
Après ce tragique incident, Othoniel a eu recours à des traitements psychologiques. Il a dû subir 14 chirurgies pour reconstruire ses parties génitales. Au moment du procès, Othoniel portait une prothèse pour remplacer son pénis et ses testicules. Ouf. Durant son témoignage, Othoniel a déclaré « J'ai plusieurs séquelles physiques. Je ne peux pas faire d'efforts physiques, sans parler de mes séquelles psychologiques. » C'est ça que je me disais, tu sais, hey, tu vis ça, comment tu fais pour t'en remettre? Le deuxième témoin était Walt Dickley, qui était âgé de 9 ans au moment de l'attaque. Au moment du procès, il était aussi dans la vingtaine. Lui, il a vraiment fallu le convaincre d'aller à la barre pour témoigner parce que de voir son agresseur en personne l'a vraiment troublé au point où il a eu besoin de soins médicaux. C'est pas précisé pourquoi, mais je me doute qu'il a fait une bonne grosse crise de panique. Ben, un genre de choc, c'est normal, là. Hey boy, Choc post-traumatique. c'est ça. Finalement, il a réussi à reprendre le dessus pour aller témoigner. Walt Dickley a raconté que le 23 juillet 1990, un homme l'avait approché lorsqu'il avait 9 ans en lui demandant de l'aider à descendre un cerf-volant d'un arbre. Walt Dickley a aussi identifié l'homme comme étant Carlos. Une fois caché par les arbres, l'homme a placé un linge sur le visage de Walt Dickley et il s'est évanoui. Son expérience a été très similaire à celle d'Othoniel. Quand Walt Dickley s'est réveillé, il avait été castré et agressé sexuellement. Walt Dickley a subi 20 interventions chirurgicales. Il y a eu énormément de problèmes, comme par exemple le rejet de l'organe qui avait été implanté. Oh. Ouf. Il y avait une troisième victime qui n'a pas été mentionnée dans le procès parce qu'il n'a pas voulu témoigner. Ah, c'est quasiment ta vie qui en dépend, là, tu sais, ça doit Ouais. tellement être difficile, tu sais, c'est pas des petites choses, là. Ouais, des fois, tu veux juste pas faire face à ça comme un peu Walt Dickley au début, là. C'est ça. C'est normal. Ça arrive. Tu sais, des fois, tu recommences à revivre un peu, là, de te ressombrer là-dedans, ça doit être tough, là. Ouais, de te remettre là-dedans, puis te rappeler tout ça, puis d'en parler devant eux. Tu sais, tu dois avoir peur que ça vienne te rechercher d'autres séquelles que tu savais même pas que tu avais, peut-être, là, je sais pas. Des fois, le cerveau shut down, là, dans ces traumatismes-là, là. Mhm. Puis d'en reparler, ça pourrait déterrer des choses, là. Ah, moi, Ça prend du courage, fait qu'il est pas pour autant moins courageux que les autres de pas vouloir en avoir parlé, là. C'est tout à fait compréhensible. La troisième victime, il s'agissait d'un garçon de 9 ans nommé Joseph. Le 2 août 1989, Joseph avait été attaqué par un homme en quittant sa maison. Plusieurs heures plus tard, Joseph a été retrouvé. Il avait été agressé sexuellement, puis il y avait des blessures, mais c'est pas précisé lesquelles. Anticipation is building. The holidays are just around the corner, and at the Home Depot, we can't wait. With Black Friday savings all through November, you can count down to Christmas early with a Santa Countdown Inflatable Special Buy, only $69.98. Or anticipate when friends and family come to visit with an entrance full of LED lights that will welcome them and the holidays with open arms. Get the holiday magic started early. The Home Depot, how doers get more done. Drew and Jonathan Scott here to tell you that American Family Insurance wants to protect your dreams. So whether you're at home singing in the shower, Every note, or prefer singing your heart out in the car like Drew, cruising. you can save up to 23% when you bundle your home and auto insurance with American Family Insurance. Get a quote or find an agent at amfam.com. Insure carefully, dream fearlessly. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Au cours du procès, la défense, c'est-à-dire les avocats des membres de la secte, a cherché à disqualifier les témoignages d'Othoniel et de Walt Dickley parce qu'ils avaient déjà identifié quelqu'un d'autre dans le passé comme étant leur agresseur. Othoniel et Walt Dickley se sont défendus en disant qu'à l'époque, ils avaient peur d'être tués s'ils disaient vraiment qui leur avait fait ça. Juste le fait d'être témoins durant ce procès leur avait attiré des menaces de mort. ouf! Othoniel et Walt Dickley et d'autres témoins ont dit avoir reçu des menaces de mort à cause de l'implication dans le procès. Fait que c'est sûrement pour ça aussi que Joseph a dit « Moi, non. Ah, non, c'est terrible, là. Hey, tu veux-tu pas avoir à revivre quelque chose comme ça, là? Ah, Oublie ça. Non plus. » Puis ils ont même dû avoir de la protection de la police. Ben, c'est ça. Parce qu'il y avait des membres de la police qui faisaient partie de la secte. Ah, corruption totale. Puis on se rappelle du premier suspect, un sans-abri qui a été tué mystérieusement. Ouais, c'est ça. C'est grosse corruption. La défense a demandé à Othoniel pourquoi il avait trouvé le courage d'identifier son agresseur, Carlos Alberto, le jour du procès. Othoniel a répondu, et je cite, « J'étais un enfant effrayé. Aujourd'hui, je suis un homme, j'assume mes actes et je n'ai plus peur. » Ouf, il est fort. Un gros problème de l'enquête qui a été bénéfique pour la défense de la secte, c'est qu'aucun des enfants décédés avait eu une autopsie. Parce que, c'était des enfants de la rue, ça coûte cher les autopsies,
Puis aucun examen médico-légal n'avait été fait aux endroits où les enfants avaient été découverts. Donc, aucun recueil de preuves. C'est sûr qu'il y avait de la police qui était mêlée à SEC qui a camouflé ça. Là. Exact. La défense a utilisé ces fautes-là pour dire que les seules preuves contre leurs clients étaient circonstancielles. Dans les vidéos qui ont été retrouvées dans les demeures de Valentina, on ne voyait pas d'enfants se faire agresser ou tuer. Donc, effectivement, c'était juste un témoignage, les circonstances de la secte. Puis oui, il y avait un aveu d'un d'eux, là. Alors, le verdict. Après un procès qui a duré 17 jours, le verdict est arrivé. Voici les sentences des personnes accusées. J'ai pas réussi à trouver le nombre d'années pour chacune des personnes, par exemple. Le docteur Anicio Ferreira a été reconnu coupable pour avoir participé à 3 meurtres et à 2 tentatives de meurtre. Le deuxième docteur, aussi directeur d'un hôpital, Césio Brandao, a été reconnu coupable d'implication pour 3 meurtres et 1 tentative de meurtre. Il a été condamné à 56 ans de prison. Hamilton Gomez, le riche héritier, a été reconnu coupable de 3 meurtres. Carlos Alberto, un des policiers militaires, a été reconnu coupable de meurtre et de 2 tentatives de meurtre. Il a été condamné à 35 ans de prison. José Gomez, l'homme d'affaires avec ben de l'argent, il n'y a rien eu. Ouf. Aldenor Ferreira Cardoso, il n'y a rien eu non plus parce qu'ils n'ont jamais été capables de le localiser. Alors Valentina, elle, qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec Valentina de Andrade? On a commencé par elle, on va finir par elle. Elle avait environ 75 ans à ce moment-là, quand elle a reçu son verdict. Elle faisait face à une sentence de 100 ans si le jury la reconnaissait coupable des meurtres. 100 ans, la 100 vieille. ans, Chris. Puisqu'il n'y avait pas de preuve que Valentina avait été présente lors des attaques et des meurtres, elle n'a pas été accusée de meurtre, mais plutôt de persuasion coercive, parce qu'elle avait convaincu des gens de faire des choses, mais elle ne s'est jamais salé les mains. Similaire à la situation avec Charles Manson. Donc, Valentina s'est complètement dissociée de la secte en disant qu'elle n'avait jamais travaillé pour LUS. Mais tu sais, c'est elle qui a créé la secte. Elle a aussi dit qu'elle avait visité Altamira que quelques fois et que la dernière fois, c'était en 1987. Commodément pour elle, les meurtres et les disparitions ont commencé en 1989. Fait que le jury, il a pris une décision à 6 contre 1. Le juge Ronaldo Valle a lu le verdict. Valentina de Andrade est acquittée des charges contre elle. Aïe, aïe. Ce jugement, ou plutôt ce manque de jugement, a créé un émoi de pleurs et de protestations dans le tribunal. Valentina, elle a entendu le verdict, puis elle tombait des pommes. Même elle n'en revenait pas. Même elle n'aurait jamais cru. Bang sur le plancher de bois franc. Elle a dû recevoir des soins médicaux, parce que c'est beaucoup d'adrénaline. Pour une madame de 75. Elle a sûrement surpris que tout le monde. Tu sais, le monde, pendant qu'ils pleuraient, les parents, les enfants qui avaient été victimes, elle était là, puis elle était en train de se faire quasiment un RCR dans le tribunal. C'est terrible. Fait que, Mais là, aujourd'hui, elle est libre, théoriquement. elle est libre. Ah! Ouais. Je veux dire, à moins qu'elle ait eu un procès pour Non. quelconque raison, mais ça aurait pu, là. Non. Non, elle est libre. Elle n'a jamais été incarcérée, même pas une semaine. Ah! Ben, non. Peut-être parce qu'elle a fui, mais je sais pas. Anticipation is building. The holidays are just around the corner, and at the Home Depot, we can't wait. With Black Friday savings all through November, you can count down to Christmas early with a Santa Countdown Inflatable Special Buy, only $69.98. Or anticipate when friends and family come to visit with an entrance full of LED lights that will welcome them and the holidays with open arms. Get the holiday magic started early. The Home Depot, how doers get more done. Tired of long waits and rushed care at the ER and urgent care clinic? Next time, stay home and let Dispatch Health bring the power of the hospital to you. I call Dispatch Health. A care team of medical professionals actually come to your house. They're the same caliber of people that you would see if you were at a hospital or an urgent care. Dispatch Health can treat most non-life-threatening emergencies. They can do the x-rays, they can do stitches. Urinary tract infections, blood test, urinalysis, ultrasound. It's almost everything that they can do at the ER. You never feel rushed. They're there for you and only you. I felt like their only patient. And it costs no more than a trip to urgent care because Dispatch Health is covered by most insurance, including Medicare. See if we serve your home at dispatchhealth.com. Dispatch Health really went above and beyond. It's wonderful to have care come to your home. House calls are back, and they're better than ever. Learn more at dispatchhealth.com.
La raison pourquoi Valentina a été acquittée et qu'elle a réussi à s'échapper de la justice, c'est parce qu'elle avait un alibi convaincant selon le jury. Elle a réussi à prouver qu'elle n'était pas aux endroits où les meurtres se sont produits. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec son mari, José Terogui. Il n'a pas eu l'air d'avoir été jugé. Il n'a pas fait partie du procès. Je sais pas s'il est allé directement en prison. J'en ai aucune idée de ce qui s'est passé avec son mari. OK, ouais, Quand pourtant, c'est lui qui a attiré la police vers la secte. C'est ça, ouais. Aucune idée. Je sais même pas s'ils sont encore mariés. S'ils ont été mariés par après. C'est complètement... J'ai creusé, il m'a trouvé. Donc, conclusion. Après le procès, Valentina est déménagée à Buenos Aires, en Argentine. Elle a toujours nié son implication avec les meurtres des garçons d'Altamira. Personne ne sait vraiment ce qu'elle a fait par la suite. Certains membres étaient encore fidèles envers la secte LUS et Valentina. Il y a des membres, par exemple, qui ont perdu foi en Valentina, mais qui ont continué à croire à la venue des extraterrestres. Je vais citer un ancien membre anonyme de LUS qui a dit « Valentina a abusé et trahi la mission en utilisant ses connaissances extraterrestres à son profit et non pour le bien commun. » OK. Ouais, je vois genre. J'ai lu que Valentina serait devenue une genre d'enseignante guérisseuse nouvel âge, d'autres thèmes pour ne pas dire gourou de secte. Puis elle aurait continué de pratiquer jusqu'en 2009. Puis là, je veux pas que les gens pensent que je suis fermée d'esprit face à l'ésotérisme, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est juste que je suis fermée à ce que Valentina dit. Je crois que Valentina est décédée en 2022. Son site est encore fonctionnel. Il y a même un site qui n'est pas Valentina de Andrade, mais qui est juste Lienamento, que je vais mettre dans les sources, que c'est comme la suite de la secte sans elle. Mais, tu sais, ils se disent pas que c'est une secte, là, mais en tout cas. Il n'y a aucun moyen de savoir si aujourd'hui, la secte Lineamiento Universal Superior est encore active. J'espère que non. J'espère que Seigneur. non. Alors voilà, c'était la secte LUS et ses 1001 rebondissements. Puis qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est morte en 2022? Elle est quand même vieille, là. Ben oui, là, c'est surtout son âge. J'avoue que, c'est pour ça, là. Ça a 75 ans en 2003, là. C'est possible qu'elle soit décédée. C'est possible. Peut-être qu'elle est partie de son vaisseau. Dieu seul le sait. Ben, Dieu le sait pas, c'est une grande farce. C'est vrai. Fait Kat, dis-moi, est-ce que Valentina est responsable des meurtres à tes yeux? Ben oui, c'est sûr qu'elle l'aurait mis en prison, ça aurait pas été trop long, là. Je trouve ça bien que les messieurs qui ont commis des crimes aient été accusés, sauf que je trouve ça absurde que la madame qui les a dirigés à le faire ne le soit pas. Parce que là, ils savaient. Tout le monde le sait. Je suis convaincue qu'elle savait parce qu'elle a dit elle-même que ses membres faisaient pas assez, puis c'est à cause de ça que la secoupe volante venait pas. Ils ont pas fait ça puis ils ont pas dit, là. Ils ont fait ça puis ils ont dit pour prouver leur fidélité. Mais penses-tu que les meurtriers, quand ils ont témoigné, l'ont pas accusé? Ils ont dit « Ah, c'est pas Valentina, nanana. » Peut-être qu'ils ont été jusque-là dans leur... C'est possible. Le procès, en plus, est sur YouTube, mais il est en portugais. Fait que je sais vraiment pas où ces gens sont. Aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie est décédée. Puis voilà. Ils sont en prison. Puis le riche homme d'affaires, puis tout, s'en est sauvé. Ça, c'est fou, là. Par chance qu'ils se sont rendus très vieux aujourd'hui ou morts, parce que sinon, j'aurais peur. Ouais, mais tu sais, du monde fou, il y en a partout, là. Ouais, je pense aux victimes aujourd'hui ont peut-être 40 ans? C'est fou. C'est son l'âge d'être parents, là, eux-mêmes. Ouf. Ça que je dis au début, tu sais, des fois, des sectes, ça a vraiment le tour de scraper des générations. Puis celle-là, là, elle l'a fait all-in. Ouais. Vraiment. Tu sais, juste les enfants qui ont été pitchés chez leurs grands-parents. C'était les chanceux, dans le fond, eux autres. Quasiment. Parce que on s'entend que ce qui est arrivé aux autres petits, c'est terrible. C'est ça, c'était la secte LUS. C'était beaucoup. Ça prend... des nerfs solides. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. Sur Instagram et TikTok, lespetitesfrousses.pod. Sur Facebook, Les Petites Frousses. Et si vous désirez nous envoyer l'une de vos suggestions ou partager une histoire de frousse, écrivez-nous à l'adresse lespetitesfrousses@commercialgmail.com. Bye!